Bonjour et bienvenue donc pour cette deuxième journée consacrée au Swiss Web Programme Festival. Durant 3 jours, les productions vidéo sous toutes leurs formes sont à l'honneur, ici au MAD à Lausanne, grâce notamment à une compétition, bien évidemment, mais aussi au travers de nombreuses conférences. Et je vous rappelle que vous pouvez continuer de voter et consulter le programme en compétition sur le site internet du festival, donc n'hésitez pas à aller cliquer pour les vidéos qui vous séduisent le plus. Bertrand Saillant, bonjour. Président du festival. Donc une première journée qui s'est déroulée hier. Alors quels enseignements on peut tirer de cette première journée? Une très belle première journée, beaucoup d'échanges, des discussions extrêmement intéressantes. Ça s'est vraiment très très bien passé. On était contents. En plus, on est resté sage. Hein. Pas tous. Oui, on dira officiellement à cette heure-ci qu'on est resté sage et que les cernes ne sont dues qu'au travail. Exactement, exactement. Et aujourd'hui également une belle journée, beaucoup de conférences, beaucoup d'échanges surtout, hein, c'est ça le festival. Oui, c'est pas uniquement du blabla sur scène, mais c'est aussi une très belle journée. Là, ça me permet aussi de remercier tous les intervenants, parce que vous allez voir plein de personnes différentes qui prennent du temps pour préparer des conférences, des tables rondes avec nous. Il y a un grand travail pour eux en amont, ils viennent souvent de Paris, de New York, Mexico, et de plein d'autres endroits aussi. Et donc de les remercier, c'est vraiment très important parce qu'ils viennent partager leurs expériences ici avec vous, ici dans la salle et puis aussi en live streaming sur le web, puisqu'il y avait une très forte audience hier. On espère qu'elle sera aussi grande aujourd'hui. Et c'est aussi une soirée hein, à ne pas manquer. Alors voilà, pour les gens qui sont ici, parce qu'il y a un grand avantage de ne pas regarder le live streaming, c'est de vivre l'événement. C'est qu'à partir de 19h ce soir, l'endroit où vous êtes assis ici se transformera en un backstage de défilé de mode. Et il y aura coiffure, maquillage. Il y en a ceux qui rigolent parce qu'ils ont envie de défiler. Hein. Nail bar et... je note devant. une grande soirée de lancement qui va du nouveau blog beauté et mode Friday qui sera lancé par 20 minutes ce soir ici, avec au platine Petra Silander et Yves Larocque entre 21h et 23h. Et évidemment, tous les participants sont invités à rester, à faire la fête, puisque c'est aussi ça le partage et le réseautage. Exactement, et on salue donc Petra qui nous accompagne durant ces 3 jours. Merci beaucoup Bertrand Saillant, et on se retrouve bien évidemment plus tard. Merci, et profitez bien. Au programme, donc aujourd'hui 4 conférences, avec entre autres la présentation de la stratégie interactive du 20 minutes, ce sera tout à l'heure en fin de journée. Nous nous intéresserons également à l'impact de la production vidéo en milieu médical, puis nous embarquerons pour un voyage en pleine réalité virtuelle. Mais sans plus tarder, excuse-moi, j'allais oublier David Labouret qui est là en tant qu'exploseur de bouteilles d'eau. Et surtout responsable des réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a tout un travail qui est effectué en background pour valoriser et aussi pour échanger. Hein. C'est aussi là que se passent les échanges. Exactement, donc le but est vraiment de vous encourager, vous participants et vous téléspectateurs du streaming, de partager vos réactions, vos questions, vos photos des coulisses, des conférences, sur principalement Twitter et Instagram, avec le hashtag SWPF 2015. Hier, il y a eu à peu près 500 contenus qui ont été publiés par à peu près 150 personnes, donc on est sûr qu'on va pouvoir faire mieux aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent Twitter, on est arrivé en 3e au niveau des tendances suisses, donc voilà, 3 jours, hein, on va gravir les marches du podium. Donc voilà, allez-y, et moi je vous propose de tout de suite faire la première photo, vu que vous avez un magnifique hashtag derrière vous. Donc bougez pas. Non, on regarde ici, on regarde pas derrière. C'est parti, tout le monde sourit. Et voilà, super. Merci. Merci beaucoup David. Sans plus tarder, on démarre avec notre première discussion qui a pour intitulé « Évolution des moyens de production et formation des professionnels de l'audiovisuel ». Aujourd'hui, en effet, les outils de production de vidéo sont de plus en plus légers et plus compacts. On en arrive même à produire de l'image à l'aide de smartphones. C'est l'expérience tentée depuis peu par la chaîne de télévision régionale L'Aimant Bleu. Alors pour en parler, nous accueillons son directeur, Laurent Keller, qui va nous rejoindre. Voilà, où est-ce qu'il est ? Voilà. Bonjour. Ah, il est au café. Déjà au café. Vous venez seulement de rejoindre. Bonjour Laurent Keller, bonjour. Je vous laisse prendre place. Il est accompagné par Christian Zurpuran, secrétaire général des opérations à la RTS. Bonjour, venez, prenez place. Faites comme chez vous. Alors on peut les applaudir. Hein. Et enfin, nous rejoint Dino Occhiello, responsable de bilan.ch. Bonjour messieurs. Alors Laurent Keller, on va démarrer tout de suite avec vous. On a dit, vous avez décidé de tenter cette expérience, de réaliser des vidéos pour l'information avec des smartphones. Alors pourquoi cette démarche ?
Bon, il y a de multiples raisons, mais c'est vrai qu'on s'est aperçu que de plus en plus venaient dans nos contenus, dans nos sujets, sur notre télévision, des contenus qui étaient filmés à l'iPhone ou au smartphone pour être général. Et dans le fond, à un moment, il fallait que je dise soit stop, soit tentons l'expérience à fond. Et c'est ce qu'on a fait cet été. On a dit on fait un téléjournal 100% smartphone et voyons si la fameuse qualité est au rendez-vous. Et ensuite, on décide si on continue ou si on stoppe. Et les résultats ont été assez surprenants. Et on a décidé de continuer l'aventure. Mais au fond, les images faites par smartphone commencent un petit peu à devenir notre quotidien, y compris dans une télévision de petite taille comme la nôtre. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui a pu voir déjà ces reportages. Non, ce n'est pas le cas. Alors, on va en regarder un tout à l'heure. Cette expérience du smartphone, Christian Sorbouren, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que c'est quelque chose qui trotte aussi dans votre tête à la RTS ou c'est encore trop tôt ou... C'est pas trop tôt, on est peut-être même déjà trop tard, j'ai plutôt envie de le dire comme ça. Smartphone, peu importe, mini-caméra, c'est égal, hein, on peut appeler ça comme on veut, mais oui, de toute façon, ces moyens de production, ces moyens de captation qui doivent s'alléger, qui doivent se rendre encore plus mobiles, qui doivent être utilisés encore plus avant, surtout dans le journalisme d'immersion, mais également dans d'autres types de production. Ce sont des outils qu'on explore déjà depuis quelques temps. On travaille également avec des caméras numériques, des appareils de photo numériques depuis longtemps, des stations de montage mobile également. Et j'ai envie de dire que oui, la voie est tracée, on va aller de plus en plus vers ces outils de production, c'est certain. Dino Ocello, c'est un avis que vous partagez avec bilan.ch. Vous faites passablement de vidéos aussi. Oui, voilà, je pense tout à fait. On a d'ailleurs commencé, quand on faisait des vidéos par l'iPad et même le Mac, donc on utilisait un petit peu les moyens du bord. Après, c'est vrai qu'on s'est un petit peu plus professionnalisé avec des appareils photo et des caméras. Mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive à faire de très bonnes choses avec le smartphone et il y aura d'autres outils aussi qu'on pourra prochainement explorer, utiliser. En tout cas. Alors on va regarder une petite vidéo qui nous montre en fait les coulisses finalement de ce tournage que vous réalisez avec l'iPhone. Je vous propose de regarder ce que ça donne tout de suite en images. Alors ça c'est donc pour l'envers du décor, hein, la manière dont vous travaillez sur le terrain. Maintenant on va voir ce que ça donne rendu image à l'antenne. C'est vrai que là c'est des moyens qui peuvent faire sourire quelque part, mais on va tout de suite constater qu'à l'antenne ça donne de quelque chose de plutôt intéressant. Du molar, sous un léger crachin, tout un symbole pour une renaturation rendue nécessaire dans un secteur inondable. 2 ans de travaux où un lit de crue parallèle à la Versoix a été réalisé afin d'augmenter les gabarits d'écoulement. On avait des risques pour le quartier de la Papeterie, pour la Versoix urbaine. Donc c'était la dernière opération d'importance qui a permis en fait de réduire au minimum les risques d'inondation et de maintenir maintenant la Versoix en crue dans son lit principal. Et ensuite on a des objectifs secondaires mais également importants avec un objectif pour l'habitat et la migration piscicole avec la Versoix qui est une rivière très intéressante pour l'ombre, la truite lacustre, et on a favorisé l'habitat. La Versoix qui prend sa source en France au pied du Jura et qui traverse les cantons de Vaud et Genève avant de se jeter dans le Léman est, sur 22 km, l'une des plus importantes liaisons biologiques de la région. Plusieurs tronçons ont été modifiés par les constructions au fil du temps. Il était donc nécessaire de rétablir et de sécuriser le parcours naturel de la Versoix, en créant notamment des aménagements pour favoriser l'habitat et la migration des poissons. C'est un magnifique bout de promenade qui a été renaturé. Je crois qu'il y a une demande de la population. Il y a un besoin aussi d'avoir des poumons verts dans les zones habitables. On est en plein sous le passage des avions. Je crois qu'il faut aussi regarder cette qualité de la vie qu'on remet à jour, je dirais, à travers ces budgets. Et par rapport à ces budgets, il faut dire qu'on en a économisé presque
presque 1 million sur les deux qu'a coûté ces travaux. Plusieurs millions ont été dépensés depuis 10 ans pour la renaturation de la Versoix jusqu'à son embouchure. Une somme entièrement financée par un fonds alimenté par les taxes sur les usines hydroélectriques. Voilà donc pour le rendu antenne. Christian Soboren, qu'est-ce que ça vous inspire? Que du bien. On a échangé avec mes collègues tout à l'heure sur cette question. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas à rougir, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'on ne verrait même pas la différence entre un sujet dit standard, avec des moyens peut-être plus adéquats pour des tournages TV, et un reportage comme celui-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Dino Cielo. Pareil, on voit vraiment qu'on arrive à un stade avec des outils comme les smartphones qu'on a aujourd'hui, on peut arriver à une qualité qui est, alors je dirais pas identique qu'une vraie caméra, mais on s'y rapproche beaucoup. Alors l'outil c'est une chose, mais après il y a aussi quand même, je suppose, une mini-formation à avoir. Hein. Comment vous avez travaillé avant de lancer vos journalistes sur le terrain? Ou est-ce que vous les avez lancés comme ça? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Une télévision comme Léman Bleu, on se lance toujours et on On réfléchit teste. ensuite. C'est une force et puis c'est une faiblesse. Mais disons, c'est un petit peu parti comme ça, presque sur un jeu, sur une envie, une émulation. Et au fond, il n'y a pas eu de formation au préalable. Simplement, on s'est dit, on va regarder, on va soigner, on va regarder ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On a beaucoup appris depuis 2-3 mois. On voit que dans le sujet, il y a des flous nets, il y a des choses. On a encore des problèmes au niveau de la luminosité, on a encore des soucis au niveau du mouvement. Parfois, il n'y a pas assez d'images, manifestement, pour que les mouvements soient complètement fluides. Donc on est en train de travailler à corriger, au fond, tous ces mini-défauts. Encore une fois, en ne prétend pas rivaliser avec le Canon ou l'appareil photo, mais pour nos besoins qui sont la rapidité, l'interactivité, pouvoir tweeter, pouvoir poster déjà quelque chose sur Facebook, être très réactif, léger. En fait, ce que je dis souvent, c'est qu'on a inventé les JRI, journalistes, reporters, images, il y a 20-30 ans, sans leur donner l'outil adéquat. Aujourd'hui, on a le journaliste, reporter, image, qui a un outil dont la légèreté correspond à ses besoins. Est-ce que c'est aussi un travail que vous effectuez au sein de la RTS, justement de tenter des expériences comme celle-ci, peut-être pas forcément pour l'actu directement, mais sur des choses peut-être plus de niche ou... Oui, bien sûr, des expériences sont tentées. Vous avez donc d'ailleurs à ce sujet rencontré Serge Gremion hier, ici même je crois. On va encore parler de certaines expériences qui vont venir. Depuis la vie de bureau, qui a déjà probablement 2-3 ans, c'était une production fiction courte qui a été réalisée avec des appareils photo numériques. On en parlait tantôt avec mes collègues ici présents. Le moyen de captation en soi ne doit pas être une finalité, c'est pas ce qui va faire le contenu, c'est pas ce qu'on doit décider en premier, on va dire. On s'est rendu compte qu'avec des caméramans de formation, utiliser un appareil de photographie comme une caméra, ça va pas de soi. C'est pas tout simple, c'est même plus compliqué que d'utiliser une caméra qui est une ergonomie qui est faite pour précisément de la prise de vue mobile, alors qu'un appareil de photo, a priori, que je sache, ne l'est pas. Donc il faut l'embarquer avec tout un tas de dispositifs reculés, de commandes de zoom, de points, d'un viseur supplémentaire, que sais-je. Donc on ne rajoute pas simplement l'accessoire si on veut se rapprocher. Voilà. Alors Donc on n'est plus tellement léger à ce moment-là, quoi. C'est comme à l'armée, on rajoute des couches. C'est l'ULM qui a réinventé l'aviation. C'est un peu ça. Dino Cielo, vous, cette approche de légèreté et d'adaptabilité par rapport aux outils, c'est important, faut le faire. Oui, c'est même vital. Hein. À la base, on n'est pas du tout un média audiovisuel. Hein. C'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. On reste un magazine, on a un site web avec une actu économique au quotidien, mais on ne fait pas l'audiovisuel. Donc, on a déjà dû se former nous-mêmes à l'interne. Donc, j'ai 2 personnes qui font ça, donc notre responsable photo et un de nos journalistes. Donc voilà, c'est des compétences qui ont été acquises à l'interne, donc en développant nous-mêmes nos contenus. Donc les moyens légers, c'était un petit peu obligé dès le début. Donc on a commencé un petit peu avec ce qu'on avait, puis on a pu un peu se développer à ce niveau-là, donc acheter du matériel et faire des choses plus professionnelles, que ce soit dans la production, le montage, puis après la diffusion. Et comment réagissent les journalistes ou les caméramans qui ont eu une certaine expérience, qui ont déjà fait du terrain avec certains outils, peut-être beaucoup plus lourds, quand ils voient y arriver des outils qui tiennent dans la poche quasiment? Est-ce que là,
on tire la gueule quelque part ou pas? Il y a des réactions diverses. Je dirais qu'elles sont majoritairement positives, parce que pour une télévision comme nous, on reconnaît la capacité d'innovation, la prise de risque, un peu de courage. Après, il y a aussi ceux qui ricanent, ceux qui pensent qu'on est tellement au bout du rouleau que quelque part, cheap pour cheap, autant aller à fond, on est à l'article de la mort et que du coup, on a tellement plus d'argent qu'on filme au smartphone. Il y a cette perception-là aussi. Et puis, mais c'est à nous, au fond, de réinventer un petit peu la manière de filmer. C'est à nous d'imposer aussi un nouveau style, une nouvelle façon de raconter des histoires, du storytelling version 2.0, voire 3.0. Donc c'est à nous un petit peu de faire nos preuves aujourd'hui avec ce nouvel outil. Ça change dans l'écriture, Christian Sorbonne, justement, de travailler avec ces outils. On raconte différemment les histoires, ou pas forcément là sur un sujet comme celui-ci. On est quand même très proche d'un sujet classique. Oui, il y a différents aspects à tout ça. Avant toute chose, encore une fois, l'outil, il n'est pas une fin en soi, mais qu'est-ce qu'on veut raconter ? Quel est le vecteur de distribution? Sur quoi regarderons nous ce programme? Quel public cible doit-il toucher? Et puis, il ne faut pas se le cacher, il y a aussi la dimension économique de la production audiovisuelle qui rentre en ligne de compte. On a rencontré des exemples récents où le budget était serré pour une production fiction web qui a été mise au concours. L'équipe qui a remporté le concours a dû ruser sur les outils de production, mais aussi les métiers qu'il a mis en œuvre pour fabriquer cette fiction. Avec grand talent et beaucoup de réussite, on obtient un produit fiction destiné au web qui a rencontré un vrai succès. Et les outils qui ont été utilisés et surtout les métiers qui ont été mis en œuvre pour le fabriquer ont dû être adaptés à cette contrainte-là. Ensuite, il y a d'autres types de contenus audiovisuels qui nécessitent que le journaliste soit fondu dans la société qui l'entoure et dans le mouvement qui est mis en œuvre autour de lui et qu'il veut montrer, raconter. Donc plus il est anonyme et plus son travail journalistique sera performant grâce au fait que précisément il n'a pas derrière lui une équipe de télévision qui pourrait gâcher le propos, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça tient à différentes choses selon moi. C'est quel est l'objectif visé, et c'est le cas de le dire, et donc quel outil on pourrait mettre en œuvre pour y parvenir, quels sont les moyens à disposition, et puis surtout et avant tout, que veut-on dire, que veut-on raconter, quelle est l'histoire à décrire. Il y a aussi toujours un souci de qualité derrière les démarches. C'est vrai qu'on ne peut pas arriver avec un produit où tout bouge. On voit dans vos images, hein, tout est très stable. On a vu dans les... plus ou moins très stable quand même. Il y a ce souci de qualité qui est sous-jacent à tous les reportages que vous pouvez faire, quels que soient les moyens engagés. Dino Ochello. Non, il y a un savoir-faire aussi qu'il faut pouvoir développer même. Mon collègue parlait justement de contraintes et de qualité justement du travail du journaliste. C'est vrai qu'utiliser un smartphone, ça le permet justement de pouvoir faire tout le travail à côté de réflexion sur les intervenants, sur la façon dont il va présenter les images, etc. Là récemment, j'ai justement un de mes journalistes qui est parti à la Silicon Valley, qui était donc en voyage, où il faisait quand même un tour de grosses boîtes type Facebook, Google, etc. Il a tout fait au smartphone, et puis avec ça, il a vraiment pu monter une histoire. Il y avait vraiment toute une série de reportages justement qui ont été complètement faits sur smartphone. Alors, est-ce qu'on gagne vraiment du temps quand on produit avec ces outils? Parce qu'on a pu voir dans la première vidéo, le montage continue de se faire ensuite dans vos locaux sur un ordinateur, un logiciel standard. Donc, finalement, le gain de temps n'est pas énorme. Oui, la chaîne, c'est vrai, vous avez raison, la chaîne, elle est la même. Hein. Au fond, le journaliste va sur le terrain, revient, et puis là, pour l'instant, monte encore sur un ordinateur. Il se pourrait qu'à l'avenir, il fasse son montage également sur le smartphone, mais là, on n'y est pas encore. Mais c'est vrai que, disons, dans la durée de la journée, je dirais, on reste vraisemblablement sur les mêmes durées. Ce qui, par contre, change, c'est sur le lieu, sur le terrain. Le journaliste ne doit pas passer 10 minutes à sortir son trépied, chacune des branches de son trépied, alors que l'action se passe sous ses yeux. Il la rate souvent parce qu'il est trop encombré. Là, aujourd'hui, il a plus de cerveau disponible, le journaliste, mon smartphone, pour guetter ce qui se passe, écouter. Il est moins encombré par le matériel et il peut plus réfléchir et faire son métier de journaliste. Donc pour moi, c'est véritablement un gain de temps dans la rapidité de réflexion et dans la profondeur peut-être de ce que va ramener le journaliste. Là, on gagne du temps.
C'est aussi une Je sais pas réflexion. si c'est clair. Je sais pas si- Oui, tout à fait. Est-ce que c'est une réflexion qui est menée aussi à la RTS, cette notion de rapidité? De partir avec des moyens légers, c'est une chose, mais est-ce qu'on est plus rapide ou pas forcément? Ça dépend toujours des sujets, on revient toujours à la même chose, mais Bon, si on prend de l'actu. Oui, voilà, effectivement, dans le news, dans l'actualité, on a aujourd'hui une solution qui est mise en œuvre grâce à des systèmes de transmission sur carte SIM, 4G. La mobilité, elle est évidente parce que le journaliste part avec un sac à dos et un système de transmission qui l'embarque avec lui. Et puis, il devrait en principe être sur place rapidement et pouvoir envoyer un sujet à la rédaction dans de meilleurs délais, ça va de soi, de toute évidence. En revanche, sur d'autres types de production, voilà, sur du reportage, sur de la mini-fiction, sur du docu ou je ne sais, encore une fois, c'est pas forcément la réponse à tout. Et c'est pas la bonne réponse à tout non plus tout le temps. C'est surtout après au niveau des métiers et des professionnels qui s'attachent à ce genre de tâches. Je pense par exemple au domaine de la prise de vue et du montage, où effectivement on rencontre des gens très talentueux qui sont capables de tourner, monter. Peu, mais il y en a. Et c'est un vrai bonheur que de travailler avec ces grands professionnels-là. En revanche, quand ils tournent, ils ne montent pas. Quand ils montent, ils ne tournent pas. Donc le travail que feront deux personnes repose sur ses seules épaules. Et voilà, ça demande une disponibilité bien supérieure, avec un niveau de concentration et de savoir-faire égal. Voilà, disons, physiquement parlant, c'est quand même un peu plus compliqué. Voilà. Vous, à bilan.ch, vous n'êtes pas confronté à cette notion de timing quotidienne ou si? Pour les vidéos, c'est vrai que parler de Vous avez plus de disponibilité, c'est très chronophage. Hein, ça, c'est sûr, surtout que chez nous, donc les deux personnes qui sont consacrées à ça font tout de A à Z, que ce soit de la production, donc elle est sur place, filmer, intervenant, le montage, etc. Donc tout est fait par ces personnes-là, donc ça prend effectivement beaucoup de temps. Alors, on va se replonger en images dans un making-of, c'est celui de la RTS et notamment de Contre-Pied. Alors, je ne sais pas si vous avez pu déjà regarder ces productions, c'était des capsules, peut-être pour résumer, Contre-Pied, c'était en quelques mots. C'est une centaine de personnalités en Suisse romande qui, dans un premier temps, dans la saison 1, se sont exprimées sur l'Eurofoot, ça fait de ma part. Et puis là, dans un deuxième temps, on parle des accents exprimés à travers des personnalités publiques de notre région. Et on va pouvoir constater les moyens qui sont engagés justement sur une telle production. On regarde tout de suite le making-of de Contre-Pied. C'est un système américain, ça vient de LA et Los Angeles. Hop, hop. $250. Ouais, le défi, c'est 60 personnes en 2 semaines. Quel souvenir! Quel souvenir! Le caméraman, il m'a filmé, il a loupé ma tête de 25 minutes. Dans l'image, on croit qu'on est en studio, donc on voit pas du tout qu'en fait on est dans un camion. On est jeudi, 23h30, fin de la 4e journée. On a fait entre 30 et 40 interviews et demain on repart pour 4 interviews, dernier jour de la première semaine. Moi j'aime bien les petits camions. C'est reparti pour un verre. Le 24 août sur la RTS! Je peux quand même descendre parce que j'ai peur un peu. Christian Sauboren, qu'est-ce que vous retenez de cette opération Contre-Pied, en termes de production surtout? Alors, en termes de production, on va revenir un peu sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le succès était au rendez-vous, indéniablement en tout cas, avec le foot, peut-être même encore davantage. Je sais que les équipes ont eu beaucoup de plaisir à travailler dans ces conditions-ci, tout à fait inhabituelles, tout à fait inédites. Studio mobile,
avec une très belle image, très léchée, des contacts humains profonds, certainement tout à fait authentiques. C'est un engagement total, encore une fois. Cette équipe a sillonné le pays, ça a été dit au début du reportage. Donc un investissement sans limite, j'ai envie de dire quasiment. Mais voilà, je pense que la nouveauté, le défi que présente ce type de production, de toute façon motive les équipes éditoriales ou de production pour vraiment s'engager. Ils croient en projet, un beau projet qui plaisait, le succès était au rendez-vous. Donc non, que du positif, j'ai envie de dire. Et puis il faudrait vraiment poursuivre dans cette voie-là. Justement, est-ce que ça vous pousse et ça vous tend à aller dans ces directions pour d'autres productions qui pourraient être dans ce genre? Bien entendu, tout va très vite. Les besoins des consommateurs sont multiples. Ils sont toujours plus, nombreux, plus exigeants, plus réels. Les réseaux sociaux sont très demandeurs de vidéos rapidement disponibles à exposer et à partager de plus en plus avec le phénomène exponentiel qu'on connaît. Donc oui, de toute évidence, pour atteindre cette publication fragmentée, cette multiplication des moyens de consommer de la vidéo, des produits audiovisuels, on est obligé, bien entendu, d'avoir capacité à produire rapidement, légèrement et à faible coût du contenu percutant, du contenu de qualité. Et c'est un fichu défi. Je pense que c'est probablement plus difficile à mettre en œuvre en termes d'écriture et de réalisation parce qu'on a peu de moyens, il faut aller vite et il faut tout de suite... on ne va pas refaire 4 fois, on ne va pas changer d'équipe, on ne va pas jeter le résultat de cette production et puis faire la saison prochaine la nouvelle édition. C'est plus possible, l'événement est passé, etc. Donc il faut faire juste tout de suite et ça nécessite effectivement beaucoup de talent à réunir, quoi. Et c'est envisageable de transposer une équipe de production comme celle-ci pour du news. Avant, on parlait de ces reportages qui sont réalisés. Est-ce que ça, alors vous l'avez mené un petit peu avec Couleur Locale en faisant des journaux délocalisés ou des plateaux extérieurs, si on peut dire. Mais est-ce qu'on pourrait tendre dans l'actu à quelque chose comme ça, des outils de ce genre pour réaliser de l'actu? Certainement oui. C'est pas complètement directement à l'ordre du jour actuellement, mais de toute façon, le trend est là. On a des équipes de JRI qui sont en nombre et qui sont équipées de matériel qu'on renouvellera d'ailleurs prochainement avec effectivement un dispositif encore plus mobile. On va s'orienter vers l'acquisition de moyens de captation. Disons, le trend est plutôt moins de moyens traditionnels broadcast lourds vers plus de petits moyens mobiles, flexibles et des équipes dédiées. Voilà, ça c'est vraiment le trend général. J'ai un petit moucheron, désolé. C'est le trend général qu'on souhaite prendre. Et voilà, encore une fois, ces outils, il suffit d'ouvrir un certain nombre de catalogues ou d'aller voir sur Internet. Tout le monde en propose à toutes sortes de prix. Blackmagic, il y a des chaînes de télévision Blackmagic, que sais-je. Mais ça ne s'arrête pas là, quoi. Maintenant, c'est les publics qui sont là vers nous, qui s'intéressent à l'audiovisuel, manifestement, puisqu'ils sont là aujourd'hui, qui devront pouvoir relever le défi de la formation professionnelle, qui leur permettront de pouvoir être ces talents dont je parlais tantôt. Dino Cielo, peut-être en tant que consommateur aussi d'informations, de voir ces deux reportages, ces deux manières d'approcher la production vidéo, vous qui n'êtes pas diffuseur, on le rappelle, qu'est-ce que ça vous inspire? D'un côté le news, d'un autre côté des moyens de production aussi légers pour une web création quelque part? Mais je pense que c'est nécessaire. On est quand même rentré dans une phase où la notion de divertissement a beaucoup pris le pas sur la news. Donc aujourd'hui, les gens, que ce soit à travers les réseaux sociaux, sur le web ou globalement tous les supports digitaux, recherchent cet aspect un peu divertissement. Donc il faut pouvoir emballer ça, toutes les news avec cet aspect-là. Et je pense que là, on est clairement dans cette optique. Alors, Laurent Keller, on a parlé des journalistes qui sont sur le terrain, qui doivent réagir différemment, mais il y a aussi les interlocuteurs, les gens que l'on va interroger, qui ont peut-être l'habitude ou non de voir des moyens un petit peu plus lourds. Comment réagissent les premières personnalités, que ce soit des hommes politiques, face à un téléphone et un micro sous leur nez? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est très divers en fait. On a des réactions très enthousiastes, on a des jeunes gens qui
sont très enthousiastes parce que ça leur parle directement et ils trouvent qu'on a là fait quelque chose, une évolution qui est saine et normale. En même temps, il y a des jeunes qui nous trouvent ridicules. Donc il n'y a même pas de conflit générationnel au fond. Il y a des personnes de 50 ans qui nous trouvent fantastiques et puis des cinquantenaires qui nous trouvent pathétiques. Donc je pense que nous, on doit simplement analyser toujours ce qu'on fait et je partage complètement vos points de vue, c'est-à-dire c'est toujours le contenu qui doit nous guider. C'est la qualité de nos contenus journalistiques qui est l'essentiel. Ensuite, ce ne sont que des moyens de production, smartphone, et moi j'utilise le smartphone, Léman Bleu utilise le smartphone, mais pas dans une approche excluante. C'est-à-dire on n'est pas du tout en train de mettre le smartphone en concurrence avec autre chose. C'est un outil de plus que nous sommes en train d'apprivoiser le mieux possible, et nous ne continuerons que s'il sert le contenu et la qualité de l'information que nous diffusons. Sinon, on arrête. Mais pour répondre à votre question, en fait, il y a une majorité de réactions positives qui pensent que c'est une évidence qu'au fond, on est dans une évolution de miniaturisation. Il y a eu l'appareil photo, maintenant le smartphone. Ça va très vite, ça va très loin. On est, pour prendre une marque, Apple a construit l'iPhone 6, est venu l'iPhone 6S. J'attends de voir ce que produira le 7. Mais à mon avis, là, on commence à être très proche de la qualité broadcast dont tu parlais tout à l'heure, à mon avis. Et ça, comment vous voyez ces développements technologiques ? Alors, on parle de petits moyens de production légers, mais il y a l'autre côté, l'autre jambe du compas, j'ai envie de dire, pour faire le grand écart vers la ultra haute définition, qui est quand même aussi une technologie et un rendu qualitatif que les téléspectateurs et nous tous attendons. Hein, je pense que les amateurs de foot ou autre chose ont envie de voir un spectacle de sport sur un grand écran dans un lieu qu'ils auront choisi, sélectionné. Voilà. Et puis d'un autre côté, dans un train, et pas en voiture ou en bicyclette, on aimerait pouvoir prendre connaissance des informations en vidéo également, et en son, des nouvelles récentes de la nuit qui vient de se terminer, par exemple. Donc, vous ne devez pas considérer le fait qu'un service public devrait abandonner ses caméras aux définitions au profit de smartphone. Ou alors, si vous voulez me le faire dire, c'est parce que vous voulez payer une autre type de concession. Mais non, je crois qu'on doit répondre à tous ces besoins-là, et tous ces outils cohabitent, pardon. Tous ont leur place quelque part, selon le spectacle qu'on veut rendre, qu'on veut faire, qu'on veut servir à nos publics. Et c'est une richesse formidable que d'avoir capacité à pouvoir travailler peut-être avec un smartphone un jour et une semaine d'après qu'une caméra pro, et puis quelques années plus tard sur une fiction de haute qualité, ou pour le cinéma, que sais-je. Donc voilà, tout ça fait partie de la grande famille de l'audiovisuel, et chacun de ces processus de fabrication doivent trouver leur place, et aujourd'hui l'éventail est large, tant mieux, et c'est pour le grand bonheur de chacun, je crois. Donc le grand challenge pour vous, finalement, c'est de trouver le juste équilibre entre ces différents outils. Sans doute, il y a peut-être qu'on ne fera de l'image qu'avec du smartphone, mais j'ai pas l'impression, on n'y est pas en tout cas. Mais ce qui est sûr, en tout cas, de notre point de vue, c'est qu'on a peut-être franchi un peu une limite dans l'esthétisation de l'information. Donc nous, on est journalistes, on veut rendre compte de nouvelles, de ce qui se passe, etc. Et au fond, peu importe que la qualité soit excessivement belle. Il faut qu'elle soit suffisante. Je ne suis pas contre la belle image, mais je pense qu'il faut qu'elle soit suffisante pour qu'elle ne desserve pas le sens. Mais après, c'est pas une œuvre d'art, si vous voulez, en tant que telle, un sujet d'actualité. En tout cas, à notre échelle. Donc, c'est peut-être aussi un juste retour à une qualité d'image standard où, au fond, on est plus intéressé par le sens et le contenu de ce qu'on fait que par l'esthétique de ce qu'on fait. Donc ça peut être aussi sain comme évolution qualitative, je dirais. Et vous, Dino Uccello, comment vous vous positionnez quand vous entendez le discours du service public, d'une chaîne régionale, par rapport à ces moyens, à cet équilibre qu'il faut chercher ? Vous explorez quelque part avec votre équipe ? Exactement, on est plus dans une optique laboratoire
que la RTS ou l'aimant bleu, comme c'est pas du tout notre corps de métier. Mais c'est vrai que ce qu'on a pu observer et qui rejoint ce que vous dites là maintenant, c'est le fait de pouvoir jongler avec ces outils-là, de pouvoir justement déterminer si tel format est pertinent avec un smartphone, avec une caméra, ou bien s'il faut du texte, etc. Je pense que ça remet aussi beaucoup au centre la question de la formation du journaliste. Donc le journaliste multitask qui doit pouvoir utiliser un smartphone pour pouvoir filmer, faire un petit reportage ou une interview, pouvoir faire bien sûr du texte, mais pouvoir aussi faire du son. Donc on revient vraiment à cette base-là, en fait, la formation même du journaliste. Alors on va regarder quelques-unes de vos productions dans un petit making-of pour qu'on comprenne un petit peu l'univers dans lequel bilan.ch essaye de nous entraîner au quotidien. Donc on regarde tout de suite cet extrait. Déclinez votre identité. Dicker, Joël. Bonjour, bienvenue sur bilan.ch. Le premier effet sera l'absence d'apesanteur. Ça, c'est vous qui retenez ça, parce qu'on sent que ça vous passionne. Mais la seule manière pour arriver au succès, c'est que je dois me relever. Pour moi, ici, c'est le paradis. Si j'ai décidé de venir m'installer ici, c'est juste parfait. Nous nous trouvons à la scierie de Sand, dans le petit village de Ruher. Mais elles ont aussi un impact positif sur son entreprise et sa communication. Le site de Genolier, par ses consommations, est considéré comme un grand consommateur d'énergie. Ah, vous êtes bien journaliste, vous. Ne mettez jamais le champagne dans un endroit trop chaud. Ces cocktails ont vraiment beaucoup de succès au 5e lounge. Santé. 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 C'est l'authenticité. So what's exciting about Care.com is we started 8 years ago in the United States. But they had difficulties to explain really why. L'horlogerie suisse mécanique existe depuis plus de 400 ans. Si vous voulez spéculer sur le Bitcoin, bonne chance. Avec une votation comme celle du 9 février, le dollar n'a plus opéré comme valeur refuge. Je suis totalement d'accord avec vous. Absolument, Mirette. Qui est Janet Yellen? Donc vous faites que de l'indiciel. Même si le baril ne tombera peut-être pas à $15. Mirette, j'ai la grosse colère qui monte. Saint-Gall commence avec l'ermite irlandais, Saint-Gall. Les clients viennent ici premièrement pour se relaxer pour des vacances. Et vous vous laissez entraîner par le courant. C'est une expérience inoubliable. J'ai lancé une nouvelle start-up qui s'appelle BJN. Golf Square, qui est un réseau social et TripAdvisor dédié aux golfeurs. L'homme le plus riche du monde vient s'installer en Suisse. Alors là, le scoop pour bilan. On va cartonner, je suis très fière de l'équipe. C'est juste incroyable. Ça, c'est formidable. To be or not to be. Tu veux l'avouer, ça marche pas. Écoute, là, je suis à la Mégabourg à Montreux. On a pu le constater, vous touchez à tous les univers, hein. Il y a différents moods, mais il y a toujours quand même une recherche d'esthétisme. On parlait tout à l'heure de créativité, de beauté d'image. Vous êtes attaché à ça, de fournir quand même quelque chose de beau? Oui, l'idée c'est quand même d'avoir une certaine qualité. Bon, nous, comme c'est un format qui est destiné au web, donc on n'a pas non plus les contraintes de la RTS ou de l'aimant bleu, c'est-à-dire même dans la qualité de l'image, on peut se permettre
d'être moins exigeant, mais c'est vrai que l'idée c'est vraiment d'avoir un maximum. Donc comme vous avez pu voir, il y a de tout, hein. Il y avait des choses qui étaient assez expérimentales, d'autres qui étaient beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus posées. La même chose dans les formats. Donc c'est vrai que on a toute une série de concepts qu'on développe sur TV Bilan. Donc l'idée c'est d'avoir autant des interviews face caméra avec des acteurs de l'économie, de la finance et des entreprises romandes, mais aussi d'avoir justement des formats plus créatifs où on peut un peu plus mettre en avant la forme tout en valorisant le contenu, hein. Mais là par exemple on a une série sur les jeunes entrepreneurs où tout le reportage sur les entrepreneurs est fait de façon un peu plus légère, avec un ton un peu plus léger, un peu plus sympathique. Donc de pouvoir un petit peu jongler avec ces différents formats, c'est un petit peu notre ligne en termes de vidéo. Vous soulevez également la question du support de diffusion, web, TV, on en a déjà parlé hier. C'est en fait un questionnement qui revient dans toutes nos discussions. Est-ce que vous l'avez en permanence aussi en tête ? Est-ce que c'est diffusé sur le web, sur le net, ou bien sur une chaîne standard ? Est-ce qu'on doit faire la différenciation ou pas ? C'est des questions qu'on se pose tous les jours. Qu'est-ce qui va sur le web? Qu'est-ce qui va sur l'écran TV? Est-ce qu'on montre tout? Qu'est-ce qui va sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui va dans le tube? C'est vraiment un questionnement permanent. Soit c'est parce qu'on est perdu et qu'on n'a pas encore de stratégie, soit c'est parce que tout doit aller là où ça doit aller. Au fond, il y a des contenus qui iront bien sur le web, d'autres mieux sur les réseaux sociaux, des teasers iront davantage sur des réseaux sociaux que des programmes en tant que tels. Voilà. On ne peut pas marteler des teasers et des clips sur l'antenne non plus. Les réseaux sociaux sont bien pour ça, le web aussi. Le web, on peut mettre des formats un peu plus longs que ce qu'on met sur l'écran. Donc on peut faire des renvois d'un support à un autre. Je crois que le métier est en train de se complexifier, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on avait le JRI qui devait savoir, en tout cas chez nous, qui devait savoir tourner et monter, pour le moins. Aujourd'hui, moi je suis pas loin de penser que le JRI aujourd'hui doit savoir faire du drone, du smartphone, de la caméra, du web, un peu de régie en soirée, et voilà. Mais je crois que il faut que ça se fasse dans la passion et dans le. Mais en tout cas, on va vers plus de polyvalence encore, à mon avis. Mais ce n'est pas la qualité qui va déterminer le support, hein. On ne va pas se dire, cette production est moins bonne, elle finit sur le web. Ça, c'était une réflexion d'il y a 5-10 ans en arrière. Ça, c'est fini. Christian Sourboran. Tout à fait d'accord avec vous, Xavier. Bien sûr, c'est avant tout l'écriture, avant tout le contenu. Ensuite, ou en même temps, je ne sais, à qui s'adresse-t-on ? Les publics ne sont pas les mêmes selon le vecteur de distribution qu'on utilisera. On ne va pas tourner 3 fois le sujet pour une fois l'antenne broadcast, une fois le web, une fois pour les réseaux sociaux, ça va de soi. Donc c'est aussi parfois du repackaging, c'est aussi du remontage, c'est des chutes, des rushs, que sais-je. On peut imaginer différentes choses, mais la réflexion, elle doit naître évidemment à la préparation, quand on réfléchit au produit audiovisuel qu'on veut raconter, comment on va le distribuer, à qui on va l'adresser. Et encore une fois, c'est de l'écriture, c'est de la rédaction, c'est du journalisme, c'est parfois du travail d'auteur quand on est dans un autre registre. Et puis parfois encore aussi, on ne l'a encore pas évoqué aujourd'hui, mais du travail de porteur d'image, de comédien, quoi, j'ai envie de dire. Parce que si on regarde les films en compétition dans votre festival, il y a énormément de choses, intéressantes, énormément de choses diverses, diversifiées, mais avant tout et toujours, un spectateur d'un produit audiovisuel, il va vouloir entendre une histoire qu'on lui raconte. La qualité, pour la décrire, quelle sera-t-elle? La qualité du comédien qu'on a devant soi, du journaliste qui a fait un travail d'enquête magnifique, ou un témoignage magnifique, ou bien la qualité esthétisante de l'image et des sons qu'on nous montre. Ça peut être aussi un créneau, mais c'est pas que ça. Donc comment vous travaillez au sein de la RTS justement pour déterminer on a bien compris, c'est complexe, hein. Il y a différents intervenants, il y a différentes écritures aussi. Alors comment est-ce que vous travaillez un projet? Qui va commencer un projet et pour l'amener sur quel support quelque part? Avec quel moyen de production? Est-ce que ça, c'est des complexités chez vous ou pas?
Alors les rédactions sont organisées en thèmes, selon des thèmes, hein, la musique, la société, la culture, etc. Ce sont des équipes éditoriales, comme dans n'importe quelle rédaction du monde, qui réfléchissent à un projet éditorial et qui ont à disposition des outils, des professionnels, des méthodes de travail et des vecteurs de distribution. Donc tout ça se travaille en rédaction, on planifie les choses, on travaille en complémentarité avec le média radio, le média télé, le site internet et les réseaux sociaux qui sont aussi sous gestion des équipes de rédaction. Et je crois que la difficulté majeure, c'est de ne pas être redondant, de ne pas faire doublon, c'est possible, pas de contradiction quand même aussi, mais après il faut avoir une vue, une coordination sur tous ces produits audiovisuels qui vivent ici ou là, et pour lesquels il faut avoir maîtrise et surtout permettre aux téléspectateurs, auditeurs, internautes de pouvoir avoir une histoire racontée autrement, différemment, mais toujours sur un sujet qui l'intéressera. C'est aussi souvent de plus en plus l'actu, le matin même, qui va dicter le rythme avec lequel on va produire le traitement de cette actualité sur les différents vecteurs. Je donne un exemple, s'il y a une actualité à Genève, mais qui a un écho mondial, on va favoriser l'aspect web. C'est-à-dire que ce sera possible de voir ce traitement d'actualité au niveau international, ce qui n'est pas possible en diffusion avec notre concession cantonale, etc. Donc on a la capacité aujourd'hui, lorsque tout le monde a la capacité de faire du live stream, du live à son échelle, hein, avec des outils comme Periscope, etc. Donc on peut immédiatement, par exemple, pouvoir partir sur les réseaux sociaux en broadcastant une conférence de presse via une application type Periscope. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va partir sur les réseaux sociaux, ensuite on va partir sur le web, et puis tout à la fin de la chaîne, on va aller dans l'écran de télévision, dans les foyers. Donc finalement, c'est de pouvoir faire vivre une information un peu plus longtemps sur 24 heures quelque part. C'est ça. Mais il reste encore des informations qui n'iront que dans la télévision. Alors, vous parlez de l'arrivée de cette possibilité de faire du live via les smartphones. Alors c'est une petite révolution. Comment est-ce que vous la percevez? Comment est-ce que vous avez envie de l'anticiper, cette révolution, Dino Uccello? Bon, nous, on l'a pas encore testé concrètement, mais c'est vrai que de voir arriver ce type-là d'outils, ça donne pas mal d'idées, notamment si tout d'un coup il y a une grosse actualité donc dans notre domaine, donc plutôt économique, pouvoir commenter là-dessus ou autre, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit actuellement. Ouais. Et à la RTS, comment est-ce qu'on essaye d'anticiper l'arrivée de ces outils de direct quelque part avec un smartphone ou une tablette? Eh bien, ça commence, j'ai envie de dire, par les écoles de journalistes. On a lu cette semaine dans la presse gratuite notamment, mais peut-être ailleurs également, que le CFJM, pour ne pas le citer, commence à dispenser des formations sur la prise de vue, prise de son, montage au sein de ses étudiants, pour les élèves, dans les classes de formation. Heureusement, il est grand temps, j'ai envie de dire. C'est absolument incontournable. Il faut que le journaliste d'aujourd'hui soit à même, équipé et formé pour débouler sur de la hard news rapidement et puis diffuser, publier rapidement quelque chose, parce que les gens ne peuvent simplement plus attendre au-delà de la publication sur le site internet même. Mais dans les réseaux sociaux, il faut que ce soit absolument immédiat, dans la mesure où on a une application dans notre poche sur une centaine, un millier de journaux ou que sais-je d'autres moyens de pouvoir aller attraper de l'information audiovisuelle. En un clic, on doit voir la vidéo qui doit être présente. Donc il n'y a pas d'autre solution que le témoin de l'action, de l'événement, puisse produire un témoignage audiovisuel et le poster dans l'instant. Ça ne se discute même pas. Parce que quelque part, ça ne peut pas refroidir de jeunes journalistes de jeunes personnes qui seraient tentées de se lancer dans le journalisme. Quand on voit aujourd'hui ce qu'on peut demander à un journaliste, j'ai l'impression qu'il faut tout savoir faire et être également bricoleur avant de demander au moins d'avoir le permis de conduire. Maintenant, il faut au moins un smartphone et le permis de conduire et de tout savoir faire. Pour revenir sur l'article en question, il était dit là-dedans également dans ce papier que un certain pourcentage important d'ailleurs des journalistes consultés sur cette question se disent usés, fatigués beaucoup plus vite que par le passé du métier.
Alors voilà, il y a journalisme et journalisme. Il y a celui dont on parle maintenant avec des outils. Alors évidemment, ces outils et ce type de journalisme nécessite effectivement un engagement important et beaucoup d'énergie, ça va de soi. Voilà, si on regarde Les Hommes du Président, c'est plus exactement la même chose, on va dire. C'était un autre temps, un autre monde, un autre journalisme. Mais voilà, je crois que le métier, il est extrêmement riche, extrêmement varié. Il bouge à toute allure, à toute vitesse. Pour des jeunes gens qui s'intéressent à ces métiers aujourd'hui, c'est juste exceptionnel ce qui se passe en ce moment. Je dirais pour être positif, c'est vrai que c'est de plus en plus exigeant. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait, comme je disais tout à l'heure, tourner, monter, c'était déjà pas mal. Il fallait veiller au son, que le son soit OK. Aujourd'hui, vous devez aller sur le lieu, tourner, tweeter, mettre quelque chose sur Facebook, éventuellement faire un live, revenir, monter, retweeter. Voilà, ça devient un petit peu... Là, on touche de plus en plus à une limite. Mais heureusement qu'avec cette hyper interactivité, réactivité, rapidité, heureusement que se développe en parallèle un journalisme de profondeur qui vient au fond compenser quelque part la réduction de qualité qu'induit le mouvement toujours plus rapide de nos quotidiens. Parce qu'on est quasi dans l'instantanéité, il n'y a plus de fil, c'est très très difficile de, donc ça de devient prendre de le temps l'info, de la un réflexion. traitement assez brut. Et du coup se développe l'hyper-qualité, que ce soit dans l'image, que ce soit dans les contenus journalistiques. On le voit, le développement d'un journalisme un petit peu payant, c'est aussi gage d'une certaine qualité. On ne peut pas demander à des gens de payer des contenus de moyenne ou mauvaise qualité. Donc, la qualité journalistique, de mon point de vue, n'est pas mise en danger aujourd'hui avec cette accélération. Mais le temps a changé et a évolué. Dino Cello. Je pense justement, pour être peut-être plus négatif, c'est même pour moi une question de survie, de pouvoir maîtriser tous ces outils-là. Tu parlais justement d'être sur Twitter, de pouvoir faire tout ça. À mon avis, c'est là où on peut aussi, nous, apporter une plus-value comparé à quelqu'un qui n'est pas journaliste et qui, pourtant, maîtrise aussi tous ces outils et qui le ferait peut-être à l'autre place. Maintenant, avec tous les réseaux et les technologies, on a l'impression que tout le monde dit que tout le monde peut être journaliste, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Mais on doit pouvoir maîtriser plutôt bien ces outils et d'un autre côté, justement, avoir aussi le réflexe de se poser, d'avoir une réflexion sur notre sujet, d'avoir quelque chose de plus slow, justement, de plus réfléchi. Et la notion peut-être de collaboration, parce que voilà, alors il y a deux télévisions standards au départ, il y a un journal, tout le monde se met à la vidéo, tout le monde se met à l'image. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des synergies qui peuvent s'envisager, qui peuvent se développer pour créer des plateformes communes? Alors là, je regarde très loin, bien évidemment, parce que entre les différents. Oui, je pense que oui. On peut apporter quelque chose de notre côté, comme des savoir-faire que peut-être l'un et l'autre n'a pas. Ça, c'est des réflexions qui. Alors ça, je vais très loin, mais. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours eu des collaborations entre la TV, la presse écrite. Elles sont un peu variables comme ça. Je pense que là, on est dans une période où chacun un petit peu fait un peu preuve de conservatisme, parce que déjà essayer de comprendre comment lui va un peu surnager là-dedans. Donc il y a il y a un peu une crainte et ça favorise pas forcément les passerelles, les collaborations, etc. Mais je pense qu'on va en ressortir et puis qu'on va se retrouver avec nos outils respectifs, nos identités respectives sur des projets communs. Je pense que j'ai bon espoir qu'on continue à se parler, que ce ne soit pas une guerre absolue. Là, les relations sont assez fraîches, on va dire, quand même. C'est vrai que chacun est plutôt replié, entre guillemets, sur lui, parce qu'il faut qu'on puisse voir. On a toutes ces plateformes, tous ces formats, lesquels nous correspondent, lesquels on veut utiliser. Donc on est déjà sur une introspection dans chacun des titres, dans chacune des chaînes TV. Donc. Alors est-ce que c'est plus difficile pour justement un diffuseur standard de télévision, donc la presse écrite qui vient dans l'image avec de l'audiovisuel, vous êtes de l'audiovisuel, est-ce que c'est plus compliqué justement d'essayer de mettre en forme des nouveaux outils quelque part? Mais la vidéo que vous venez de projeter de bilan, j'ai un réflexe inquiet parce que je trouve que c'est très très bien fait et je suis bluffé par la rapidité avec laquelle Bilan a pris le pli et s'est mis là-dedans. Ça date c'est récent.
Et la qualité, au final, elle est exceptionnelle. Ils ont du rythme, de l'humour, il y a du contenu. Enfin bref, effectivement. Donc nous, on doit cohabiter ensemble et chacun doit être fort sur son segment. Et sinon, enfin, les meilleurs survivront. Ça va être un peu une sélection darwinienne qui va se produire, je pense. Donc c'est aussi stimulant pour la RTS, le service public, de voir qu'ailleurs, on se rapproche de vous, on fait des choses de très bonne qualité, on vous pousse aussi un petit peu derrière. Vous le ressentez, ça ? Alors je vais répondre autrement à votre question, Xavier, en fait. Mais comme parce vous qu'on a voulez, eu pas de souci. une discussion en off qui t'a traité un peu les mêmes choses. Mais je crois qu'il y a place pour tous, un peu idéalement peut-être, je suis peut-être un peu rêveur, mais enfin, on est quand même dans une région formidablement équipée de nombreux titres, de nombreux médias électroniques, de nombreux professionnels. Il y a un peu d'argent dans ce pays encore, dans cette région également. Et il y a des talents, des jeunes pousses qui ne demandent qu'à exprimer ces talents-là qu'on doit soigner. Voilà. C'est un peu le moment de la discussion que j'attendais et je le provoque. Vous voudrez bien m'en excuser, mais on parlait de formation dans le titre de cette table ronde. Et je crois que s'il devait y avoir un point d'intersection entre nos différents médias et les préoccupations de trouver sa place, de trouver des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs, des internautes, c'est quand même aussi parce que ce besoin est là, indéniablement. On a aujourd'hui la capacité technologique de pouvoir à haut débit projeter, produire, diffuser, publier du contenu audiovisuel de qualité. Tout le monde est capable de le faire, ou presque, en termes de technologie. Voilà. On en fait la place dans les titres. Le consommateur en demande. Voilà. Tout est, disons, tous les ingrédients sont posés pour qu'on aille de l'avant avec ça. Alors, oui, il est vrai, le service public est probablement un aspirateur à talent, parce que je n'ai pas envie de dire pourquoi, mais tout le monde le sait. Probablement, voilà, il y a des formats qui sont intéressants à travailler dans un service public, dans le grand reportage notamment, dans la fiction, etc. Pour ne pas parler d'autres types de considérations uniquement professionnelles, mais on n'est pas les seuls à faire ça de toute façon. Et il se trouve que nos partenaires de l'audiovisuel, du monde de l'audiovisuel, font probablement beaucoup d'efforts, certainement oui, en qualité d'auto-école pour ces professionnels. Et ça, c'est quand même un constat qu'on est nombreux à partager. C'est pas très, moi, je suis pas à l'aise avec ça. C'est assez injuste quand même, quoi. Voilà. Et c'est beaucoup d'efforts, peut-être, qui vont être, mais c'est le jeu de l'entrepreneuriat qui veut ça, qui vont être mobilisés pour se déplacer. Voilà. C'est peut-être moins vrai dans l'autre sens, depuis le service public vers une PME, mais voilà, ça doit exister aussi peut-être. Toujours est-il que ces futurs journalistes, ou même ceux d'aujourd'hui, ou ces professionnels de la technique audiovisuelle, prise de vue, prise de son, montage, éclairage, scénographie, etc., il nous faut absolument parler aux instituts de formation, leur faire entendre nos préoccupations, qui sont celles de nous avons besoin de davantage de professionnels que ce n'était le cas voilà quelques années, et c'est pas si loin. De plus en plus, il y a une demande qui est tout à fait là, et on doit, disons, maintenant réduire l'écart entre le monde de l'entreprise, le marché de l'audiovisuel versus les institutions de formation qui délivrent sur le marché certainement beaucoup de créatifs. On est très fort en Suisse romande, notamment pour ces écoles-ci, et c'est Dieu merci, mais c'est pas que. Voilà. Alors, je m'attache, avec quelques-uns de mes collègues intéressés sur ces questions, d'approcher les institutions de formation, de leur faire connaître nos besoins express de formation qui, disons, servent l'industrie et qui ne fassent pas de la formation hors sol disons, pour des marchés qui sont quand même assez minces. On commence à obtenir quelques résultats concrets maintenant, et tout près d'ici, du reste. Et il est urgent que des écoles d'art, des écoles techniques, des écoles de journalistes fassent appel à des formateurs de l'audiovisuel, des caméramens, des photographes, des preneurs des ingé-sons, des monteurs. Ce sont des outils de narration, ce sont des outils d'expression qui doivent être connus, maîtrisés, qui s'apprennent, comme on apprend le solfège, comme on fait ses gammes au piano. Il n'en va pas autrement. Et il y va de l'intérêt de tous que de mettre, disons, les forces nécessaires à ce que nos contenus audiovisuels soient de qualité
Chez Bilan comme à Léman Bleu et aussi à la RTS, pourquoi pas. Comment vous réagissez à cette prise de position? Non, c'est vrai que c'est vrai, en termes de marché, la formation ne se rencontre pas très souvent quand on voit justement ce qui sort de ces écoles-là et ce qu'on a justement dans les médias. Donc de pouvoir faire rencontrer un petit peu mieux ces deux marchés-là est une bonne initiative qui devrait être bien explorée. Ouais. Mais est-ce que les choses ont été trop vite pour justement anticiper ces formations? Mais elles iront encore plus vite, ça c'est va ça encore le aller plus problème, vite, c'est hein. que ça va aller encore plus vite, mais il faut pouvoir justement être vraiment dans le train pour pouvoir toujours être à la page dans ces technologies. Oui, je crois que ça a été bien expliqué par mes deux collègues. Je peux parler de l'expérience de Léman Bleu plus spécifiquement. Souvent, on prend les gens et on leur apprend un peu les bases du métier de A à Z. Donc, on prend quelqu'un, un jeune, et puis on va lui mettre une caméra dans les mains, et puis il va apprendre à monter, à tourner. Il n'a aucun bagage en arrivant chez nous. Et c'est vrai que c'est un peu... Et une fois qu'il est formé, il va à la RTS. Mais grand bien lui fasse, et on est très fiers quand même d'être un tremplin pour ces jeunes. Et je comprends que la RTS fasse rêver ces jeunes, mais c'est vrai que on s'épuise aussi, nous, à former des jeunes gens qui ensuite rejoignent la maison mère. Et ce serait bien à l'avenir si effectivement il peut y avoir une formation, une école qui forme qui donne un bagage plus technique à ces jeunes et qu'ils arrivent chez nous avec un bagage un peu plus important qu'aujourd'hui. Et peut-être qu'ensuite, la qualité de ce que nous produisons, petite télévision, serait d'autant meilleure aussi. Parce que quand vous prenez quelqu'un qui n'a jamais touché une caméra, les 2-3 premiers mois sont un petit peu laborieux, on va dire. Et on ne peut pas se faire l'économie quand même de diffuser quand même ce que ce jeune homme ou cette jeune femme fait durant son apprentissage. Donc on assume aussi de diffuser des choses qui ne sont pas au point au niveau de la qualité. Je pense que la qualité générale pourrait monter s'il y avait une meilleure formation en amont, des meilleures structures scolaires et autres. C'est vrai que pour nous, ne venant pas du tout de l'audiovisuel, donc on n'était pas obligé d'en faire. Hein. C'est un choix qui a été fait parce qu'on sentait qu'il y avait une demande à ce niveau-là et qu'il fallait aussi occuper le terrain si on voulait toujours pouvoir garder nos lecteurs et nos internautes. Hein. C'est quand même quasi tous les titres se doivent avoir de l'image. Hein, exactement. Donc nous, ça a été un choix. Donc même à ce niveau-là, pour pouvoir, en termes de formation, on avait encore, c'était zéro. Il y avait encore moins que pour vous. Donc on a vraiment fait cette formation à l'interne, un peu sous forme de start-up justement, un peu laboratoire. On essaie des choses. Comme vous avez pu voir, il y a des choses qui sont pas d'excellente qualité, où on testait, puis on arrive à quand même fournir des produits de contenu plus ou moins bon, voire même parfois excellent. Alors on l'a dit, tout va très vite, on va se projeter dans un avenir peut-être proche. La réalité virtuelle, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure pour notre prochaine table ronde. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut entrer en ligne de compte dans les prochaines années? Vous pensez dans le journalisme ou dans d'autres champs d'application? Dans le journalisme, je pense que oui, on voit déjà aujourd'hui, il y a eu plusieurs essais concluant. Il y a eu tout ce reportage sur la Syrie qui avait été lancé par une chaîne américaine, ABC je crois, qui était vraiment excellent. Alors là on est encore au tout début. Hein. Une fois que l'outil se sera démocratisé, à mon avis on pourra vraiment faire des choses, des immersions justement de ce type-là, concluantes et vraiment intéressantes, et qui porteront le contenu, qui le valoriseront via cet outil. Laurent Keller, la réalité virtuelle en journalisme, qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi pas? Moi, je pense que tout est bon à prendre, pour autant que ce soit, encore une fois, que ça apporte du sens à ce que l'on fait et à ce que l'on veut raconter. Pourquoi pas la réalité virtuelle? Pourquoi pas le 360 degrés? Pourquoi pas du drone dans des reportages? Pourquoi pas tout ce qu'on veut, au fond? Il faut être en mesure de l'accueillir, de le comprendre et de le maîtriser, pour diffuser la meilleure des informations possibles à un public et jouer notre rôle de messager au fond de ce qu'est l'actualité, l'information dans une démocratie comme la nôtre. Christian Soboren, la réalité virtuelle, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, ça fait également partie de nos réflexions. Plus que jamais, j'ai envie de dire, je ne dévoilerai rien et vous le verrez dans quelques mois. RTS vous proposera quelques surprises dans la matière. Mais oui, encore une fois, là je rejoins mes collègues aussi. Tant que
La valeur ajoutée à un produit audiovisuel sert le contenu et le propos, oui. C'est l'unique chose à suivre de près, c'est le credo, je crois. J'ai eu la chance de participer tout récemment à une enquête d'un institut de sondage qui a interrogé nos publics sur les contenus du service public de Suisse romande et qui s'est exprimé sur la forme, sur la manière de produire techniquement et artistiquement nos contenus et non pas sur le contenu propre. À savoir, voilà, les prises de vue, la prise de son, le montage, le rythme, la scénographie, l'éclairage, que vous inspire-t-il ? Deux constats immédiats ont été tirés de ces 2 soirées avec un panel de téléspectateurs représentatifs du public de Suisse romande. Le premier est que tout artifice technique ou scénographique doit servir le propos. Si tel n'est pas le cas, on perd le fil et on change de chaîne. Ça, c'est évidemment incontournable. Et puis, le deuxième, c'est qu'il est très, très difficile d'imaginer que tout ce qu'on va mettre en scène pour, disons, amener de la confusion dans le propos puisse, sous prétexte que c'est nouveau, moderne et technologique, être, disons, quelque chose de demandé par son public. C'est un leurre, c'est pas vrai du tout. Il nous a été reproché un certain nombre de mises en scène cavalières, peut-être aux yeux de certains, pour lesquelles sur lesquelles on portait le plus grand espoir et on s'est fourvoyé, quoi. Voilà. Donc oui, il faut quand même, le plus souvent qu'on le fait, j'ai l'impression qu'on néglige un peu aussi le feedback qu'on doit avoir sur notre production audiovisuelle. On n'a pas la vérité absolue, quiconque ne l'a pas. Il y a des publics diversifiés, alors c'est vrai aussi, effectivement, il faut après nouer la gerbe et puis essayer de satisfaire tous ces gens-là. Mais voilà, quoi, on fabrique un produit, il doit être apprécié par son public, quel qu'il soit, et puis on doit en tenir compte. Voilà. Donc là, vous voulez réagir ? C'est ça, c'est qu'au fond, l'objectif, quand même, ça reste la clarté du propos. Il faut comprendre. Et souvent, souvent, je regarde les sujets qui sont produits chez moi et en fait, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que j'ai compris ce que le journaliste m'a raconté. Et c'est rédhibitoire. Si vous n'avez pas compris à la fin d'un sujet ce qu'on vient de vous raconter, c'est rédhibitoire, ça ne sert à rien. On peut y mettre tous les artifices qu'on veut. C'est vraiment donc c'est l'intelligibilité qui prime. Et après, réalité virtuelle, infographie, je dis oui, pour autant que ça serve à la clarté du propos. Je crois qu'on a bien compris. Et on a surtout beaucoup parlé. Alors on va passer la parole, je l'espère, à la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Ces messieurs sont là pour vous répondre. Est-ce qu'ils ont été aussi clairs et limpides que leur discours ? Pas de questions. Bon, je crois que, messieurs, vous avez été... parfait dans les propos. Peut-être pour résumer un dernier tour de table, si on devait faire passer un message par rapport à l'utilisation de ces nouveaux outils, on a compris la formation et surtout les propos, mais pour l'avenir, dans vos métiers respectifs, qu'est-ce qui prime ? Ce qui prime, c'est le sens, c'est la qualité de ce qu'on fait, c'est la profondeur de ce qu'on fait. C'est aussi ces nouveaux moyens d'expression que sont les smartphones, les drones, servent aussi, et je pense que c'est important, à redonner aussi du plaisir dans le travail quotidien des journalistes. Ça doit être vécu comme un plaisir, ça doit être passionnant d'explorer ces nouveaux champs. Je vois que le fait de confier des smartphones à mes journalistes leur a redonné un peu le sourire, le plaisir d'exercer leur métier, et c'est aussi important. Parce que c'est quand même, ça doit quand même rester un des métiers le journalisme, c'est un métier de plaisir aussi. On travaille mieux quand on a du plaisir à transmettre des choses. Christian Soboran. Les métiers de l'audiovisuel sont des métiers de passion, de création et donc de passion. C'est un travail d'équipe aussi avant tout. Il faut être capable de pouvoir vraiment fonctionner et apporter quelque chose au produit au sein d'une équipe. Quelle qu'elle soit, à partir de 3, on est déjà une équipe, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment l'apport de chacun, la passion, l'envie de fabriquer quelque chose de ses propres idées, de ses propres gestes techniques qui doit animer une équipe de fabrication de contenu audiovisuel, c'est certain. Dino Cielo, pour terminer. Je pense que pour nous, de ce que je vois avec l'expérience qu'on a depuis 2 ans, hein, qu'on développe ça, le plus important, c'est vraiment le plus grand défi, je pense, ce sera de pouvoir choisir le bon format pour valoriser au mieux
le contenu. Donc on a un contenu, comment est-ce qu'on arrive à le mettre au mieux en avant? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est simplement du texte, du multimédia, de l'infographie? Puis de pouvoir maîtriser tout ça justement pour pouvoir valoriser ça. Et j'aime beaucoup le côté, ce que tu disais par rapport à tes journalistes qui retrouvent un peu une excitation, j'imagine, hein, dans le métier de pouvoir tester justement ça. Je le vois aussi à la rédaction, hein, que ce soit ceux qui sont derrière, donc à la production, qui filment, qui montent. Il y a un plaisir qui se ressent, et aussi pour les journalistes qui sont devant la caméra quand on a plusieurs concepts d'interviews, de reportages, qui eux sont devant la caméra alors que c'est pas leur métier. Mais voilà, ils s'entraînent, ils font des tests. Après, certains abandonnent, d'autres continuent. Je pense qu'il faut rester aussi dans cet esprit d'essayer ces nouveaux outils. Très bien, merci beaucoup pour ces informations. Alors, je retends encore la parole s'il y a quelqu'un qui veut... Ah, il y a une question juste là devant, jeune homme. Oui. Ah, avec le micro. Bonjour, c'est pour Dino au silo. C'est juste par rapport à bilan.ch. Quelle est la stratégie de faire... quelle est la stratégie derrière l'idée de faire des contenus vidéo alors que Bilan, pour moi, c'est surtout un journal, un magazine strictement économique. Dans la thématique Bilan, oui, c'est un magazine économique, mais on traite aussi bien sûr de finances d'entreprise, d'innovation. C'est vrai que sur le digital, on a une stratégie qui est un peu plus large, parce que forcément l'audience est un peu plus ouverte, hein. Donc même dans les profils de lecteurs internautes, c'est assez différent. On a très peu de lecteurs qui sont communs au web et au print. Donc sur le print, c'est vrai que c'est peut-être plus jeune, plus entrepreneur, plus innovation. Donc on s'adresse à ce public-là aussi. Maintenant, dans les séries de contenus qu'on a, on sort un petit peu des thèmes traditionnels du print, mais on reste toujours un peu dans le même écosystème, économie, innovation, finance, etc. Merci beaucoup. D'autres questions? Je crois que ce n'est pas le cas. On va remercier ces messieurs d'être venus sur ce plateau pour nous parler de leur problématique, mais aussi de leur perception pour l'avenir. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, donc nous allons faire une pause un petit peu plus longue. On se retrouve tout à l'heure aux alentours de 15h45 pour la prochaine conférence qui va parler et vous présenter la réalité virtuelle. Si vous voulez tester, n'hésitez pas à monter à l'étage, au Jetlag, si je ne me trompe pas. Vous pouvez tester des casques donc, de réalité virtuelle. Et aussi, pour patienter, notre partenaire Movenpick vous offre une glace. Donc n'hésitez pas à vous délecter avec cette glace savoureuse. À tout à l'heure. Merci beaucoup.